Ok, je pense que c'est bon. Ce laboratoire, il est inscrit dans un institut de formation qui s'appelle, un institut de recherche qui s'appelle Omega Health dans l'université. Et on travaille énormément, évidemment, en lien avec un centre hospitalier, puisqu'on développe des thématiques qui sont en lien avec la santé, et également avec une structure de formation qui s'appelle l'Infomer, essentiellement, puis aussi la faculté de médecine et la faculté des sciences et techniques, pour essayer, évidemment, d'avoir des étudiants un peu comme ce qui se passe autour de ici. C'est vrai qu'au sein de notre équipe, on essaye de travailler sur donc une thématique prioritaire qui est évidemment l'amélioration de la mobilité chez les personnes qui vont être en situation de handicap, mais plus spécifiquement à leur domicile. Et donc, pour ça, on s'est rapproché, on reviendra un petit peu tout à l'heure, de la classification internationale du fonctionnement, puisqu'on essaye de s'attacher à travailler évidemment sur 3 points qui nous semblent importants dans les études actuelles, qui va être la participation sociale, en incluant les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. Donc, vraiment, on essaye de se rapprocher du domicile de la personne. Et pour ça, on a 2 approches, on a 2 objectifs opérationnels, qui va être le premier d'identifier un certain nombre de déterminants de la mobilité. Quels sont les facteurs finalement que l'on peut utiliser pour mieux évaluer les patients à leur domicile, parce qu'il faut bien distinguer l'évaluation qu'on va faire en clinique et les évaluations qu'on va faire à domicile. Et puis, évidemment, essayer de mettre après à profit ces déterminants en essayant de trouver des manières, des stratégies pour intervenir et maintenir la mobilité des patients. Donc, je le passe assez vite. On a plusieurs projets. Les thématiques principales, mais je pourrais laisser mon PowerPoint, ça ne pose aucun souci. Mais les projets sur lesquels on se tourne, on essaye de travailler sur différentes dimensions, notamment dans les déterminants, notamment sur déterminer des profils de patients, puisque chaque patient va être différent. Donc, l'idée, ça va être d'adapter les stratégies d'intervention en fonction des profils des patients, d'adapter évidemment les critères d'évaluation, notamment la mobilité. Quels sont les critères qui vont être les plus pertinents pour nous à évaluer, notamment à domicile. Quand je dis domicile, c'est dans l'environnement extérieur au centre hospitalier, on va dire de manière un peu plus large. Et puis, évidemment, quand on utilise un certain nombre d'outils, c'est essayer de voir si ces outils, finalement, nous donnent de bons ou de mauvais résultats par rapport à ce qui existe en routine. Et puis, donc, le deuxième point, c'est évidemment d'essayer de trouver des stratégies d'intervention. Alors là, c'est nettement plus complexe à mettre en œuvre. L'idée, c'est de travailler au domicile des patients. Donc, pour ça, évidemment, on a pas mal de projets. On essaie de se rapprocher du Medical Research Council en termes de méthodologie d'intervention, pour vraiment essayer d'aller progressivement vers une implémentation et un déploiement plus tard. Mais avant tout, on essaie de voir que la stratégie, elle fonctionne. Parce que finalement, on n'en est pas sûr. Et c'est vrai que là, on a pas mal de projets. Vous voyez qu'il y a un fond bleu un petit peu qui se tourne. C'est des projets, en fait, on utilise des technologies. Je ne vais pas dire des nouvelles technologies, mais des technologies comme la réalité virtuelle, des technologies immersives, mais aussi des plateformes numériques, tout un tas d'outils qui peuvent nous permettre de dire « Ah, on devrait pouvoir plus facilement s'exporter au domicile du patient en utilisant ce type d'outils. » Si on n'a pas encore prouvé que ça fonctionnait non plus très, très bien. Donc, on doit essayer de travailler pour justement essayer d'avoir un meilleur niveau de preuve. Dans le chat, là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent, mais je ne sais pas si… C'est bon? OK. Donc, j'en arrive un peu sur la présentation, après cette brève introduction, où on va parler un peu plus de l'AVC, en l'occurrence. Je vais utiliser ce modèle pour essayer de vous présenter les travaux que l'on mène autour des patients post-AVC. Et donc, je vais passer assez rapidement sur l'introduction, puisque vous savez que l'AVC, c'est quand même une des premières causes de mortalité dans le monde actuellement, et surtout une des premières causes de handicap neurologique acquis dans le monde. Donc, ça fait en France, on est également touché un peu comme dans tous les autres pays, sauf qu'après, derrière, on a un niveau de mortalité qui est quasiment un des plus bas en Europe, mais pour autant, la mortalité, c'est quand même le cas extrême, et il y a un gap entre le fait d'avoir un AVC et puis de décéder derrière. Il y a toute une phase où les patients se trouvent quand même sur un niveau de handicap
une puissance qui peut être importante. Donc, c'est vrai qu'on s'attache pas mal à travailler là-dessus. Et puis, on repart de la base, hein, c'est-à-dire quels sont les facteurs de risque de l'AVC au départ. Bon, vous les connaissez. Il va y avoir l'âge, il va y avoir le sexe, il va y avoir les problèmes d'hypertension artérielle, il peut y avoir évidemment la cigarette, etc. Mais il va y avoir surtout un problème et un facteur majeur qu'on rencontre tout le monde, c'est la sédentarité. Et donc ça, cette sédentarité, elle est voilà, elle se retrouve maintenant un petit peu partout dans le monde. L'OMS a déjà fait beaucoup de publications à ce niveau-là. Donc, on distingue bien, il y a un petit erreur là sur les bêtes, mais ce n'est pas bien grave. Donc, on distingue bien en plus donc, le niveau de sédentarité et ce qu'on appelle une activité physique. Ça, je pense que vous connaissez aussi un peu les différences, mais c'est à bien dissocier puisque cette sédentarité, on va essayer de la mesurer, et puis le niveau d'activité physique, on va essayer de le mesurer. Et puis, le niveau d'activité physique, d'inactivité, pardon, est quand même fortement en lien avec les recommandations à l'activité physique. Recommandations qu'on retrouve beaucoup, évidemment, chez les populations générales. Sur les populations spécifiques, c'est un petit peu plus délicat de respecter ces recommandations, mais on essaye de les appliquer tant bien que mal. Donc, on va essayer de travailler un peu là-dessus, et l'idée, c'est justement d'essayer à la fois de limiter la sédentarité et aussi de diminuer le niveau d'inactivité physique. Bien diminuer le niveau d'inactivité physique. Donc maintenant, il va falloir qu'on joue sur les deux fronts, ce qui n'est pas simple, puisque finalement, ce n'est pas du tout les mêmes sollicitations initiales. On sait qu'on a différentes phases. Les phases sur lesquelles, en termes d'activité physique, on commence vraiment à intervenir, ça commence à la phase subaiguë. D'accord ? En phase aiguë, on a peu d'intervention et puis il y a encore quand même quelques travaux chez l'animal ou même maintenant qui arrivent un peu chez l'homme qui montrent que dans la phase aiguë, le niveau d'activité, c'est à pondérer sérieusement. Il faut être prudent sur les conséquences derrière, surtout quand on est proche de l'AVC. On va voir au fur et à mesure qu'on va essayer de mettre en avant aussi le délai post-AVC qui va avoir un effet, puisque finalement, les personnes vont finir par récupérer au fur et à mesure du temps. Donc forcément, il est probable que les déterminants de l'activité ou les stratégies qu'on va utiliser à domicile notamment risquent d'être un peu différentes au cours de l'AVC. Pour lutter un peu contre le déconditionnement, on a plusieurs, là maintenant de manière assez bien prouvée dans la littérature scientifique, plusieurs manières. On travaille la capacité à l'exercice dans un premier temps. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup autour de VO2 max ou VO2 pic, parce que c'est souvent assez difficile de l'évaluer chez le patient post-AVC. Et on sait globalement que le patient va se retrouver à avoir quasiment 60 à 70% du VO2 max d'un sujet sain. Donc, il y a vraiment une chute suite à son AVC sur ses capacités à pouvoir produire un effort au cours de la journée. Donc, on est vraiment sur des valeurs qui sont assez basses. On a un impact aussi sur la force musculaire avec une accélération de la sarcopénie. Et puis, la capacité de marche également est fortement altérée avec une augmentation du coût énergétique de manière moins importante. On est sur 1,5 à 2 fois sur les patients. Une altération des capacités sensorimotrices et puis un périmètre de marche qui va fortement diminuer après l'AVC par rapport aux valeurs normales. Également, l'hémiplégie et puis la spasticité, qui sont quand même deux conséquences importantes que l'on retrouve chez l'AVC, vont avoir un impact évidemment sur la qualité de marche, sur la symétrie de la marche, la qualité de la marche de manière générale, la vitesse de marche et la longueur du pas, et puis également la durée totale que l'on peut maintenir au cours d'une activité. Pareil, la spasticité va avoir un effet important, puisque à peu près, sur une étude qui date un tout petit peu, mais les pourcentages finalement n'ont pas trop changé, on se retrouve quasiment avec 40 à 45% des patients qui ont toujours la spasticité 12 mois après l'AVC. La dépo est un peu plus longue à passer. Voilà. Les autres symptômes que vous connaissez aussi, dépression, anxiété, fatigue. Je vais rester un tout petit peu plus sur les notions de fatigue parce que c'est celle qui nous intéresse aussi pas mal, évidemment, dans le cadre de l'AVC, même si vous allez voir plus tard, on a étudié les autres. Mais c'est vrai qu'on a quasiment les 2/3 des patients post-AVC qui, même après 12 mois, voire même plus parfois, vraiment dans une phase chronique,
qui annoncent quand même qu'ils sont encore fatigués et avec une fatigue qui pourrait être en lien évidemment avec les symptômes ou des déficiences qu'ils peuvent avoir. Donc cette notion de fatigue va être importante à retenir aussi par la suite. Alors là maintenant, c'est clair, dans la littérature scientifique, on a bien compris par où il fallait partir, puisqu'on a mis en place, il y a énormément d'études, beaucoup de revues systématiques sur le sujet, qui mettent en place des programmes d'activité physique chez les patients post-AVC. Et puis, on essaye de voir sur quasiment l'ensemble des paramètres que je vous ai cités avant, si finalement on a des effets bénéfiques ou pas. De manière assez large, on a quand même un niveau de preuve qui est très très avancé, pratiquement niveau de preuve A sur presque tous les paramètres, qui montre très clairement que dès l'instant où vous avez un programme d'activité physique qui est mis en place, on améliore les habiletés fonctionnelles, on améliore la qualité de vie, on améliore les performances dans les activités de vie quotidiennes. Bref, on améliore globalement l'état de santé du patient post-AVC de manière très importante. Donc ça, on l'a prouvé, c'est clair, mais il reste quand même un petit détail, c'est que souvent ces programmes sont relativement courts, puisque on a des programmes qui sont très standardisés. On sait que les patients vont venir 3 fois ou 2 fois par semaine, ils vont s'entraîner à telle intensité, le coach, bref, il y a tout qui est organisé, tout l'environnement est organisé pour que ça fonctionne. La difficulté, c'est le jour où il n'y a plus l'étude, c'est-à-dire qu'on passe du milieu hospitalier ou du milieu de la recherche au domicile. Et là, il n'y a plus grand-chose. Donc là, on se retrouve à avoir vraiment une difficulté majeure dans le transfert de cette partie d'entraînement et d'activité à inciter chez le patient. Et donc, globalement, nos patients retrouvent souvent une inactivité physique et une sédentarité qui va être relativement importante en l'espace de quelques mois, finalement. Il y a quelques études qui montrent qu'en 2-3 mois, le patient revient à un niveau d'inactivité et à un niveau de sédentarité qui est très avancé. Évidemment, derrière, ce n'est pas pour l'inciter à en faire un petit peu plus. Donc, on repart de cette classification et donc on a établi un certain nombre de questions. C'est-à-dire finalement, dans nos interventions, comment on peut essayer de maintenir sur le long terme, comment on peut essayer de mieux évaluer le patient, post-AVC en l'occurrence, dans des situations de vie quotidienne, mais aussi en termes d'activité physique, d'accord, pour l'inciter, pour essayer de lui proposer des programmes qui vont être adaptés par rapport à lui. Si vous avez tous fait un peu d'exercice, vous savez que le jour où on vous met en place un exercice qui n'est pas adapté pour vous, vous n'allez pas le finir. 2, il y a des chances que vous soyez tellement dégoûté que finalement, vous n'allez jamais recommencer l'activité. Et donc, vous arrêtez. Donc là, c'est pareil pour les patients. Il faut qu'on arrive à trouver un seuil sur lequel on va pouvoir le faire travailler comme il faut. Quels sont les paramètres qui sont les plus efficaces pour évaluer cette intensité? Et puis, est-ce qu'on peut essayer d'inciter mieux le patient à faire une activité physique? Alors, pour ça, on a fait plusieurs travaux, plusieurs études. Je commencerai par cette première assez rapide, où déjà, on a essayé d'évaluer dans les services de médecine physique et de réadaptation quelle était l'intensité d'exercice qui était proposée pendant les séances de rééducation, donc par les physiothérapeutes. D'accord ? Donc, vous voyez un peu, là, on a 90 patients à peu près qui sont passés sur cette étude-là, et qui nous font un état à la fin sur une journée, donc une journée complète, on enregistre la dépense énergétique sur la journée complète. On arrivait à un total de, vous voyez, 424 minutes à peu près passées sur un temps sédentaire, et on était sur 23 minutes d'intensité modérée, jamais on a atteint le vigoureux, 23 minutes à intensité modérée, sachant que pendant la séance de physiothérapie, en moyenne, les patients étaient sollicités 8 minutes. D'accord ? Et c'était en intensité modérée. Et c'était le professionnel qui proposait l'intensité la plus élevée, puisque les ergothérapeutes proposaient une intensité, on était à 1 à 2 minutes à intensité modérée. Donc, au niveau de la structure hospitalière, dans un service de rééducation, on s'aperçoit qu'en physiothérapie, on a 8 minutes concrètement en activité modérée. Donc évidemment, on est très très loin des attentes des recommandations, puisque si vous demandez à la sortie de l'hôpital au patient de dire « il faut que vous fassiez 30 minutes d'activité modérée », déjà ça sous-entend que lui à l'hôpital, il n'en a fait que 8. Donc il n'a aucune connaissance et aucune sensation autour de qu'est-ce que c'est que 30 minutes d'activité modérée.
D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, on avait fait avec un collègue d'ailleurs, avec Charles Batchot, donc sur Québec, une revue systématique. De la même façon, donc là, on était plutôt sur sortie d'hôpital, dans le clinique. On avait quelques premiers résultats autour de la fréquence cardiaque et de la consommation d'oxygène. Et finalement, on a des résultats qui sont très, 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 très larges, avec, vous voyez, aux alentours de 20 à 80% du temps de thérapie qui est situé à un niveau faible de sollicitation. Vous voyez, c'est très aléatoire. Oui. Juste une question pour mesurer l'intensité modérée. C'était par fréquence cardiaque ou c'était par échelle de Borg ou... Alors là, dans la revue de littérature, c'était